Elle aurait dû être détruite, mais c'est justement son sabre qui lui sauva la vie. Est-ce que tu la reconnais? Oui, bravo. C'est une statue. Une statue érigée en 1845 par le sculpteur David d'Angers, à la gloire du plus grand héros maritime de Dunkerque, Jean Bart. Elle a traversé les siècles, bon gré mal gré, et durant la campagne de récupération de métal de l'Allemagne, de quand elle est venue tout fracasser en Europe 100 ans plus tard, elle est restée debout. Pourquoi? Parce que dans une ville rasée à 70%, une silhouette dressée comme ça au milieu des ruines, ça devient un point de repère facile, un GPS avant l'heure. Pour les Allemands d'abord, et pour les Alliés plus tard, durant la célèbre évacuation de Dunkerque. Ce qui est couillon dans cette histoire, c'est que Jean Bart, redoutable corsaire dunkerquois, passa sa vie à se bagarrer avec les Anglais. Et pourtant, 250 ans plus tard, durant l'opération Dynamo, c'est justement en suivant la direction de son sabre, pointé vers l'Angleterre, qu'il aida près de 200 000 soldats britanniques à fuir vers les falaises de Douvres. L'histoire retiendra l'opération comme un miracle pour les uns et comme une humiliation pour les autres. Mais pour ce Jean Bart, ce n'est qu'un jour de guerre, un fait d'armes de plus comme n'importe quelle autre bataille. Un peu en mode sans rancune les roast beef version corsaire. Bon ok, c'est vachement cool tout ça, mais concrètement, c'est qui ce mec pour mériter une statue? Pour pouvoir raconter cela, il y a des bases à revoir. Des bases qui permettent de mieux comprendre la différence entre pirate et corsaire. Dérivé du latin cursus, course, le corsaire désigne une personne, l'armateur ou le capitaine d'un navire civil, autorisé à attaquer en temps de guerre tout navire battant pavillon ennemi, par ses propres moyens. Là où le pirate, un emprunt du grec peratis, signifie celui qui tente la fortune. Ok, le grec et le latin ça a de la gueule quelques siècles, ça donne du lore, mais ici on est dans le nord. Une mer dominée par les Hollandais où couraient des noms illustres, des capitaines, des amiraux sans grade légitime, ils obéissaient parfois aux lois de la guerre, et là où le corsaire vole pour sa nation, le pirate, lui, vogue pour sa propre rébellion. Et dans ce monde, quelque part à Dunkerque, un homme de pêcheur ne tarde pas à les rejoindre. Un gamin qui connaissait déjà les vents du Nord, pas de sang bleu, pas de blason, mais seulement un nom. Jan Bart. Ou plutôt, Jean Bart. Solide, endurant et habile, il montre très tôt un instinct rare pour la mer. Un don brut pour la voile et les manœuvres, un talent né pour une forme de guerre où l'océan devient un champ de bataille, la guerre de course. Bon je continue. Ok, pour réussir cette immersion, il faut s'imaginer un matelot de 12 ans sur le pont d'un bateau et qui s'appelle Yann. Il apprend le métier de marin sur un brigantin de garde-côte et le boulot est simple, attaquer ou protéger les navires marchands. Pas besoin de grosse armada, juste un navire rapide et quelques canons. Parce que la guerre de course, c'est ça, la guerre du petit face au géant, une façon sournoise d'emmerder l'économie ennemie. Dans la mer du Nord, cette pratique explose. Des marins comme l'amiral hollandais de Ruyter portent l'art de la guerre de course à un niveau encore jamais vu, transformant les côtes et les ports en champs de bataille flottants. De Ruyter, pour l'immersion, c'est le Garp de Söders. Avec une flotte de 86 navires, il a mené l'opération légendaire de la Medway, où il est venu emmerder la flotte anglaise directement dans son propre port, à 2 pas de Londres. Avant de se barrer avec 15 navires britanniques, dont 3 des 4 plus gros navires de la Navy. Et parmi toutes ces batailles, dans un de ces navires, il y a ce gamin de Dunkerque, une cité disputée entre puissances étrangères qui passe de main en main. Espagnol le matin, français à midi et anglais le soir, Yann, lui, grandit dans une ville temporairement française au rythme des marées et des canonnades. Il voit la moitié de sa famille périr par le fond, dont des oncles se faisant péter la gueule avec leur propre navire. Avec la mer dans le sang et aux côtés de l'amiral de Ruyter, il apprend vite. Très vite. À 17 ans, le gamin commande déjà son propre petit corsaire et se prépare à marcher sur les traces de son mentor. Mais quand la France entre en guerre contre les Provinces-Unies et presque toute l'Europe, soit dit en passant, il plante les Hollandais. Son excuse ? Toutes ces guerres à rallonge ont fini par provoquer des famines qui ravagent le pays. Et malgré les honneurs qu'il reçoit aux Pays-Bas, Jean Bart reste profondément dunkerquois. Les années passées chez les Hollandais lui ont laissé un trésor. Il connaît dorénavant par cœur les côtes hollandaises, écossaises, irlandaises, anglaises et même françaises, et le moment est venu pour lui de revenir se battre comme corsaire pour son port natal. Et le bonhomme, il est doué, très doué. Tout le monde ne tarde pas à connaître son nom, faut dire qu'il n'arrête pas de foutre le bordel dans toute la mer du Nord, et est turbulent avec ses voisins. Il
peaufine ses manœuvres, maîtrise l'art de la surprise et de la vitesse et frappe vite et fort. Il n'hésite pas à utiliser les éléments naturels de la mer pour piéger ou fuir ses adversaires. C'est simple, le mec est tellement insaisissable que les flottes ennemies n'ont pas le temps de riposter. Et même lorsqu'on arrive à le choper, lui et son lieutenant, lors d'une course où il escortait des navires marchands, il arrive à se barrer de sa geôle en 11 jours. À bord d'une barque, il rame près de 300 km et rejoigne en 48 heures les côtes françaises, avant de repartir en mer pour reprendre le boulot. Toujours avide de coups d'éclat, Jean Bart finit par attirer l'attention d'un Louis, le 14e. Et c'est comme ça que dans cette histoire, un marin dunkerquois, un jour, est invité par le roi Soleil à sa cour. Le roi! Ok. Comment je fais pour raconter ce bordel? Ceux qui commencent à le connaître savent qu'à cet instant, Yann est bien plus à l'aise à esquiver des boulets hollandais un soir de tempête, à se tenir droit devant ce peloton de perruques poudrées. C'est un marin pur jus, un enfant des embruns, pas le genre de mec à faire des courbettes ou parler en alexandrin. Il parle pas beaucoup et se permet même de cloper dans les rideaux de Louis. C'est un rustre. Malgré sa carrure, Yann, face à Louis XIV, il est tout petit. Faut dire que le mec, son délire, c'est d'être le soleil de l'Europe. C'est un cador pour ce qui est de faire chier son monde. Il a l'art de dégager des Espagnols d'un port en ruine pour transformer ensuite cette bécoque en 4e arsenal de France, juste pour pouvoir s'engueuler avec les Anglais nez à nez. Et dernièrement, il convoite les routes hollandaises qui restent la première marine du monde. Dans sa tête, qui tient la mer tient le commerce, et qui tient le commerce tient les rois. Il met plus de thunes dans Dunkerque que dans tout Versailles, et aujourd'hui, dans son salon doré, il s'apprête à éterniser un de ses fils de pêcheur. Et faut dire les choses franchement, le seul type en France capable de faire ça, c'est lui. Cependant, les questions persistent. C'est vraiment ce mec là qui défonce des blocus de 40 vaisseaux de guerre avec seulement une demi-douzaine de frégates? Genre, il capture des flottes entières le matin et crame les côtes écossaises le soir, pépouze, comme ça. C'est pas de la connerie, ce corsaire? Le problème, c'est pas l'exagération ou l'approximation de ses exploits. Non, le vrai souci, c'est que Jean Bart, le français, il le connaît pas bien. Ça reste un flamand. Et là, ça va commencer à être intéressant. Parce que pour expliquer simplement à la cour les subtilités de la guerre de course et aussi pour montrer comment lui, il fait pour faire chier son monde, il adapte son dialogue en une forme de danse qui est censée représenter le tumulte de la mer. Il trace le salon droit vers un groupe de seigneurs et là rentre dedans, et il fait une trouée. Certains tentent de se relever de cet abordage, en perruque et en escarpin, mais le corsaire, non, lui, il continue à les chahuter. Et bite en avant et bite en arrière, au rythme de la mer, t'as intérêt à t'adapter au rythme du corsaire si tu veux pas retrouver ton cul à terre. Les ricanements laissent place à l'indignation, et là, au milieu du silence gêné, à 2 doigts du scandale politique, Louis, lui, il se fend la gueule. La poilade totale. Mais malgré les exploits du corsaire, Louis, il reste sobre. Il le promeut simplement chef d'escadre, pas encore d'anoblissement, c'est beaucoup trop tôt. Et il faut dire la vérité, c'était pas en chahutant ses courtisans qu'on stoppe la famille la plus meurtrière du siècle. Il renvoie le corsaire là où il est le plus utile, et après un crochet vers le Lagos, Yann reçoit une lettre de course signée par la main du roi lui-même. Il vient de faire l'acquisition de 110 navires de blé norvégiens, et n'a un canon en tête pour l'escorter jusqu'à Dunkerque. Jean Bart. Direction le Texel, à l'embouchure de la Meuse. Mais à peine arrivé, le constat est brutal. La flotte est tombée aux mains de 8 vaisseaux de guerre, tous chargés d'une 50aine de canons, commandés par ses anciens frères d'armes hollandais. Yann ne le sait pas encore, mais c'est par cette course qu'il entrera dans la légende. Bagarre. Si De Ruyter s'est fait un nom avec le Medway et Jean Bart au Texel, c'est à Dunkerque que Hiddeschut de Vries, contre-amiral hollandais, a trouvé son honneur. Alors au fait, Ide dans l'histoire, c'est un marin loyal convaincu de tenir une place au sommet de la plus grande flotte marchande du monde, ce qui est vrai. En 1694, il reçoit l'ordre de chourer un convoi de plus de 100 navires de blé, tout droit venus de Norvège, un coup à faire chez les Français qui crèvent la dalle. Le plan est simple. Intercepter, capturer et escorter le convoi jusqu'au Texel. Et voilà qu'à peine la chose faite, qu'à l'autre bout de la mer, il y a Jean Bart qui a senti le coup de pute. Le corsaire dunkerquois, il est pas là pour faire de la figuration. Une lettre de course à la main et une escadrille d'éther derrière lui, il convoque les capitaines à son bord et établit une stratégie. Les deux adversaires connaissent par cœur les vents et marées de cette mer. Certes, Ide est mieux armé, plus nombreux sur le papier c'est carré, tandis que Jean Bart, lui, il drift avec des frégates. Les blocus, les escortes, les supériorités numériques, il s'en prend. Et honnêtement, cette bataille s'est jouée sur un coup de D20, avec une réussite critique côté Dunkerque. Pas de canon, pas de salve.
que de l'abordage. Un bon corps à corps d'infanterie sur les ponts. Et on casse des gueules un à un. Le vaisseau de Hyde se fait percuter par celui de Jean-Bart, ça monte à bord en criant, ça frappe en cadence, c'est pas une bataille navale, c'est un règlement de compte entre dockers. Ça ne dure qu'une trentaine de minutes, ça se balance des fions, c'est sanglant, et Hyde se fait crever un œil en tentant de défendre son pavillon. Avec un bras en charpie, on le tire hors du chaos. Il voit 2 de ses navires couler, 5 prendre la fuite, et plus de 300 hommes périr ou agoniser sous les coups de ces pirates. C'est fini, les troupes de Jean-Bart sont gagnants. Le convoi libéré et les Hollandais balayés, cette victoire fait chuter le prix du blé de 30 balles à 3 sous. Jean-Bart n'a pas simplement gagné une bataille. Il vient de sauver la France de la famille la plus meurtrière du siècle en 30 minutes. Soit à peine 2 fois plus long que cette vidéo en fait. Dunkerque explose en joie, suivi par tout le pays qui partage l'exploit légendaire du corsaire qui ne tarde pas à devenir chevalier. Louis, mort de rire, s'est démerdé pour bidouiller son arbre généalogique pour lui trouver des ancêtres teutoniques sur mesure, pour ne pas trop perturber les archives et pour légitimer son anoblissement. Ah bah t'as l'administration que tu mérites mon grand. Quant à Hyde, il est fait prisonnier par l'hospitalité dunkerquoise. Il est coutume ici de soigner les personnes à qui on casse les gueules, mais malheureusement, avec le bras trop atteint, il faut l'amputer. Un barbier l'anesthésie à la mode corsaire, une rasade d'eau de vie et une scie, et le marin lui répond avec un rugissement de flamand. Avec l'honneur d'avoir perdu face à Jan Bart, Hyde mourut quelques jours plus tard et aurait dit avant de partir « Je n'ai jamais été à si belle fête. » Le problème, ce n'est pas l'exagération ou l'approximation de cette histoire. Non, le problème, c'est que ça reste des flamands. Une petite dernière. Bon, ok. On a vu qui était Jean-Bart, on sait pourquoi il est entré dans la légende, mais ça n'explique pas comment il a fait pour avoir une statue. On va faire ça vite. Yann, toute sa vie, c'est le mec qui saisit l'aventure à la gorge. Il défend Dunkerque contre les Hollandais et les Anglais. Et dans son quotidien, il escorte même un jour un prince prétendant au trône de Pologne. C'est simple, lorsqu'il y a une connerie à se faire en mer, il est présent. Mais les guerres finissent toujours par s'essouffler. Et un jour, à l'aube d'un nouveau conflit, c'est au tour de Yann de fatiguer. En avril 1702, il meurt d'une pneumonie chez lui à Dunkerque. Comme la coutume l'exige, les rues sont recouvertes de paille de la maison du défunt à l'église Saint-Éloi. Il reçoit de grands funérailles et même les Anglais et les Hollandais lui rendent un dernier hommage avant de se réjouir de la perte de leur plus grand emmerdeur. Mais l'histoire du bonhomme ne s'arrête pas là, non. 136 ans plus tard, à Dunkerque, une commission municipale se réunit. Un vieux buste de Jean-Bart est abîmé, faut le remplacer. Et là entre en scène un mec qui savait pas quoi choisir entre Jean, Pierre ou David. Bref, un sculpteur venu d'Angers, habité par une idée simple, rendre visibles les figures qui ont changé leur époque. Il célèbre les héros du progrès, de la liberté et de la mémoire, et on lui confie une mission, donner un visage à Jean-Bart. Mais le hic, c'est que personne ne sait à quoi il ressemble, le gars. Toutes ces représentations semblent être des interprétations ou projections d'une image héroïsée. Même ces faits d'armes oscillent entre réalité historique et légende. Si pour la France, Jean-Bart est un chevalier de la mer, pour les Anglais c'est un redoutable corsaire. Mais c'est chez les Hollandais qu'on lui donne un titre d'un tout autre niveau. Maxima Pirata. À leurs yeux, Yann n'est pas devenu le roi des pirates. Non, lui, il est le pirate suprême. Un titre qu'il gagne après avoir fait sombrer plus de 150 navires de pêche hollandais pour affamer ses anciens alliés en représailles. Donc tu comprends que c'est un peu galère de cerner précisément la figure du corsaire. La question de son identité révèle un terrain un peu mouvant. Yann, lui, c'est un enfant de la mer, qui porte en lui une conscience aiguë de la tradition, celle de la course dunkerquoise. Et c'est précisément là que David d'Angers comprend le cœur du personnage. Mais Dunkerque n'a pas le moyen de payer l'œuvre. Pas de problème, l'artiste et les fondeurs bossent gratuitement. Et la cité qui donna la vie au corsaire érigea sa statue en hôtel. Aujourd'hui encore, ce premier personnage civil à être représenté dans l'espace public de Dunkerque veille sur la cité. Son épée toujours braquée vers l'Angleterre ne désigne cependant pas un ennemi. Non, mais plutôt comme un corsaire qui quitte son navire en passant par-dessus un canon ennemi et qui se retourne vers ses marins pour les engueuler. Parce que les héros ne sont pas faits pour durer, son histoire rappelle que déjà en son temps, Dunkerque aurait dû sombrer. Elle aurait dû être détruite, mais c'est son sabre qui lui sauva la vie. Mais pour être franc dans cette histoire, la vérité, c'est comme des trous de balles. Chacun en a un. Jean-Bart, lui, n'a jamais cessé de pointer l'horizon. Et pour ce qui est des trous de balles, le gaillard, il en a deux.